je le répète sans arrêt, bon, personne ne lit Libération, sauf dans le petit milieu des journalistes. Bon. Et il se trouve que votre serviteur fait une nouvelle fois la une de Libération, c'est la deuxième fois de l'année, mais bon, il n'y a pas de souci. Bon, réchauffement climatique, CNews souffle le faux et le froid. C'est de votre faute. Et vous êtes cité, vous avez été dire la chaleur, ça va, ça vient. Donc, bon, franchement, vous n'êtes pas très malin. Je veux dire, bon, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a aucune ambiguïté. Nous l'avons dit ici, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Il n'y a même pas d'ambiguïté. C'est des faux procès qui sont faits. Mais vous vouliez dire un mot. J'avais ce débat avec voilà, vous vouliez dire un mot là-dessus, et c'est intéressant pour qu'il n'y ait pas de... Parce qu'on nous accuse d'avoir des chroniqueurs climato-sceptiques. Ben, vous allez dire exactement le contraire. Donc comme ça va... Non, je trouve ridicule de faire la une. Non, vous taisez parce que ça va. Je ne suis pas d'accord. C'est de l'analyse, vraiment. Je ne suis pas d'accord avec Eugénie lorsqu'il dit que ça va, ça vient. Je suis désolée, il y a une cause, il y a un réchauffement climatique qui est accéléré depuis l'ère industrielle et qui a une cause anthropique, humaine. C'est vérifié par des milliers d'analyses de scientifiques. Et puis surtout, ce n'est pas juste un argument d'autorité. Les scientifiques le disent, c'est une mécanique physique. Nous avons brûlé de l'énergie fossile, ça libère du CO2 dans l'atmosphère, ça crée ce qu'on appelle un effet de serre, et cet effet de serre explique le réchauffement. Il n'y a pas d'autre explication. Vous m'avez dit tout à l'heure, le soleil, l'activité du soleil, on l'aurait mesuré. Vous n'êtes pas obligé de dire publiquement ce que je vous ai dit en off. Hein. Bah, non, mais franchement, on a un débat. Mais non, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, bah alors, moi, je vais vous dire. Non, répondez pas, ne répondez pas. Moi, je n'ai pas le droit de parler. Non, vous n'avez pas le droit. Terminé. Donc voilà. Je pense que nous vivons un réchauffement climatique qui a d'origine 100% humaine. Après, on peut se disputer sur l'amplitude de ce changement climatique. Certains disent que ça va être terrible, catastrophique, on va tous mourir. D'autres disent attention, non, ça va à 1 degré. On peut discuter aussi des moyens pour y répondre. Moi, je pense que la science peut y répondre. Je pense qu'il faut s'adapter. Je pense qu'il faut mettre de la clim, par exemple, alors que les écolos sont contre la clim. Mais c'est ce qu'on a dit hier. On va sauver des vies grâce à ça et qu'il faut s'adapter. Voilà. Et quand je vois Manon Aubry qui dit votez bien en 2027 avec une carte des températures comme si l'élection de Jean-Luc Mélenchon allait faire baisser la température, je rigole parce que la France n'est pas responsable. Exactement. Voilà. Donc c'est bravo. Bravo, et moi je suis à 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Et la vérité, c'est que ce que nous remettons en cause, c'est pas le réchauffement climatique, ça n'a pas de sens. C'est l'instrumentalisation parfois qui en est faite. 1, parce qu'on est dupe de rien. 2, c'est aussi un rapport au monde. C'est-à-dire que parfois c'est la mort fatigue, accepter que les choses puissent changer et s'adapter. Et effectivement, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, c'est pas ce que j'observe. Et puis, défendre l'être humain. Bien sûr que quand l'être humain arrive quelque part, il peut détruire la nature, il peut bouleverser la nature, c'est entendu. Oui, mais on est aujourd'hui en 2026, on n'a jamais vécu aussi vieux. La planète n'a jamais pu, Non, mais après, c'est vrai que ça va avoir des conséquences terribles. Et moi, je pense qu'il faut... trouver des solutions pragmatiques. Mais je termine juste. On n'a jamais vécu aussi vieux, jamais aussi bien en bonne santé. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Alors, bien sûr, c'est au détriment parfois de la nature. Et puis la troisième chose qu'on peut dire, et on l'avait vu sur le Covid, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose contre des choses parfois qui, non pas nous dépassent, mais qui sont enclenchées, qui sont difficiles à lutter. Voilà. Mais ce n'est pas remettre en cause de ça. Dire un mot quand même pour répondre à écoutez, Eugénie. Je veux bien que vous reveniez. Je vais lire. Ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est la fin, c'est-à-dire... Je vais lire l'excellence. Attendez, je vais lire l'excellence. J'avais oublié ce que vous aviez dit. Voilà. Parce que c'est de ma faute, c'est moi qui prends, c'est pas vous, les bêtises. Les bêtises, parce que moi j'ai dit des choses, mais c'est vous. La météo, ça va, ça vient. Il y a le réchauffement climatique, mais ça durera ce que ça durera, ça ne m'inquiète pas. Alors, si vous pouviez éviter de dire ces bêtises-là, ça m'éviterait d'être à la une de Libération. Voilà. Je crois, pour répondre sur la capacité de l'homme à s'adapter, c'est là-dessus, moi je crois beaucoup au génie humain. Les énergies fossiles, elles sont condamnées à brève échéance. On est en train, vous avez vu, est-ce que vous suivez ce qui se passe du côté de Gadarache actuellement? On n'en parle jamais. 10 milliards d'investis à côté d'Aix-en-Provence. Ils sont en train de mettre au point la fusion nucléaire. Une énergie propre et à profusion. Et donc, on va en sortir. C'est pour ça qu'il faut arrêter de faire peur à notre jeunesse, qui ne font plus d'enfants, d'ailleurs. Ça, c'est un autre discours. Si vous me permettez de dire un mot de temps en temps, oui. Arrêtez.
Non, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Moi, il faut équiper. Ça va, ça vient. C'est pas de l'analyse. Au Crétacé, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. Arrêtez. Au Moyen-Âge aussi, il y a eu des périodes. Non, mais je ne dis pas le fait qu'il y a un impact humain. Je me désole. Ça n'a rien à voir avec Maximum Ménéral. Allez, déterminant. Voilà. Eugénie a raison, c'est prouvé scientifiquement. C'est de la physique, c'est pas une opinion. Voilà. Là, on est en Europe. Eugénie a dit les choses. Eugénie a dit les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, m'incline alors. Non, mais c'est pas ça, mais il faut aussi regarder le dérèglement d'un point de vue global et planétaire. Moi, j'ai de la famille, notamment au Sénégal ou en Gambie, et on a vu aussi l'impact sur les températures. En Inde, 50 degrés. C'est du même ordre. Voilà, mais c'est un rapport de l'homme, je vous l'ai dit, quand l'homme arrive quelque part, il détruit, hélas, la nature. Bien sûr. La détruit. Oui, il faut trouver le bon équilibre. Exactement. Évidemment que nous voulons des villes plus vertes, évidemment que nous voulons végétaliser, évidemment que ce qu'on a fait dans les années 70, et on peut en parler, moi je connais bien La Baule, évidemment que c'est un massacre, ce remblai de La Baule qui a été massacré avec des immeubles, tout ça, il ne faut plus le faire, bien sûr. Et qu'il faut mettre un peu de... Mais le problème, c'est que l'écologie, on est tous écolos, évidemment. Mais elle a été instrumentalisée par l'extrême gauche. C'est pour ça que c'est dès qu'on est dans nos vies privées, on a une démarche écolo. Totalement. Bien sûr que c'est plus agréable d'être dans un milieu agréable. Bien sûr. Il y a des décisions absurdes. Alors, en marge du foot, Kimpembe. Alors, grande intelligence de Kimpembe. Très intelligent. Parce que maintenant, tout le monde est obligé, alors on l'a passé hier, mais on va le repasser ce matin, tout le monde est obligé de donner son avis. Mais comme Michel Platini a aussi rebondi là-dessus, je voulais vous faire réécouter cette séquence qui a été reprise partout dans les réseaux sociaux d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est parce qu'on en avait parlé le matin, mais en tout cas, Kimpembe. Vous, le fils d'immigrés, vous avez forcément été sensible aux propos de Kylian Mbappé, qui dit « Je sais quelles conséquences ça peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux, le RN, arrivent aux commandes ». Ça vous inspire quoi? Vous êtes d'accord avec ce que dit Kylian Mbappé? Ça ne m'inspire pas. Ah ouais? C'est ce que lui pense. Vous racontez votre histoire, cette espèce d'ascenseur social que vous avez pris, la méritocratie. Les élections, c'est dans un an. Vous n'êtes pas engagé du tout politiquement? C'est pas une question d'engager ou pas. Chacun est libre de dire et de penser ce qu'il veut. On est en France, il a le droit à la parole, il a le droit de s'exprimer. S'il veut mener ce combat-là, c'est son choix, il faut savoir aussi le respecter. Moi, si j'ai besoin d'en parler, je vais en parler. J'ai toujours été aussi à défendre certaines causes. J'ai par exemple une association, je fais attention aux enfants qui sont défavorisés, qui sont dans le besoin. Mais la politique, c'est pas mon truc. Ça vous effraie pas en tout cas? Vous n'êtes pas comme lui, vous dites pas l'année prochaine, le pays risque de basculer, c'est pas votre inquiétude? C'est pas une question d'être effrayé ou pas effrayé. Chacun il pense ce qu'il veut penser, chacun dit ce qu'il veut dire. Mais il faut y penser quand même. On parlait d'hier d'assignation à résidence. Vous êtes Kimpembe, vous êtes un fils d'immigré. Le RN doit vous faire peur. C'est ça le sous-texte, que j'entends en tout cas. Mais bien sûr, mais c'est incroyable. On a l'impression que tous les immigrés devraient penser de la même manière. Tous les joueurs de foot ou les enfants d'immigrés devraient penser de la même manière. Tous les joueurs de foot devraient penser de la même manière. Et son intelligence, c'est d'avoir sa propre signature et sa propre liberté. Mais vous vous rendez compte à quel point l'extrême gauche a imbibé le milieu journalistique, les questions qui sont posées, comment elles sont orientées. Si il est en train de lui dire aussi, mais quand même, vous ne pensez pas exactement comme Mbappé, donc c'est quand même un vrai problème. Non, mais ce qu'il lui dit, c'est vous êtes noir, vous devriez penser. C'est ça qu'il lui dit. Oui, bien sûr. Le sous-texte, c'est ça. Oui, vous êtes noir et le RN, et vous n'êtes pas contre le RN. C'est une assignation à son Moi, je trouve ça, mais tout à fait. Et c'est peut-être conscient, inconscient, je n'en sais rien. Mais c'est ça que j'entends. Et Kimpembe, extraordinairement intelligent, c'est même vexant. C'est très vexant. Surtout qu'il a plein de choses à raconter. Mais lui, il a envie de parler de ses associations, il a envie de parler de son parcours, de ce qu'il a pu engendrer, de ses objectifs, etc. Et on lui dit effectivement, vous êtes noir, donc il faut penser d'une certaine manière. Et donc c'est pour ça que l'extrême gauche a fait un désastre par rapport à la démocratie. Vous êtes enfermé dans une identité carcérale. Votre couleur de peau appartient à Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que c'est aux antipodes de ce que nous sommes en tant que Français. Bien sûr. Mais votre phrase est très très forte, Rachel. Votre couleur de peau appartient à Jean-Luc Mélenchon. C'est une phrase très très forte que vous dites. Et dans le même temps, on sort du code noir, en même temps. On a posé la même question à Gilles Lelouch à Cannes. Enfin, c'est pareil, c'est une espèce d'injonction à prendre position. Aussi. Il y a les deux. Gilles Lelouch, il y a les deux. Il y avait les deux, vous avez raison. Mais il y avait les deux dans la question. La réponse très intelligente de Kimpembe, moi, me pose un autre sujet. La Coupe du Monde de foot commence dans peu de temps, parce que vous connaissez le foot.
Le fait que M. failli m'engager il y a quelques années. Non, mais le fait qu'il ait pris position comme ça, au-delà des individualités fantastiques qu'on a, une équipe, c'est une cohésion. Est-ce que la différence de réponse de M. Kipembe et celle du capitaine de l'équipe de France, M. Mbappé, va pas poser des problèmes de... Mais attendez, ça veut dire que tous les joueurs de foot de ce niveau-là ne pensent pas la même chose que M. Mbappé. C'est quand même un sujet. Écoutez, Michel Platini qui était ce matin sur antenne d'RTL, je crois, et qui a commenté effectivement ces injonctions qui sont demandées aux footballeurs. Oui, on est très dur. On est très dur avec Kylian, mais on est plus dur sur ses prises de position en dehors du terrain que sur le terrain. Et voilà. Et donc l'atmosphère a été un peu plus compliquée. S'il est à Madrid ou s'il est ailleurs, il peut prendre position politiquement, bien sûr. Mais avec le brassard de l'équipe de France, avec le maillot de l'équipe de France, tu joues pour tous les Français. Donc c'est difficile de prendre position. Et la première fois, il l'avait. La deuxième fois, il l'avait pas. Et moi, il peut prendre position. Bien au contraire, c'est bien si des gens intelligents puissent prendre position sur des faits de la société, c'est vachement bien. Puis les footballeurs, c'est pas forcément des abrutis. Hein. Il y en a qui sont un peu intelligents quand même. Ils sont tous sauf abrutis, les footballeurs, hein. Évidemment. Ils sont tous sauf abrutis. En tout cas, il y a la même proportion d'abrutis dans un vestiaire que dans n'importe quel... Pascal, ça rejoint dans n'importe quel autre. Ce que vient de dire Michel Platini. Hein. Ça rejoint mon argument. Quand vous portez le brassard de l'équipe de France... oui, c'est un sujet. Non, mais vous avez raison. Vous représentez tous les Français. Vous avez raison. Vous avez le droit de penser ce que vous pensez. Vous avez raison. Pembe l'a dit de manière intelligente, mais ça pose un problème de cohésion et de représentation. Vous avez raison. Il y a 41% des gens, peut-être pas 41% d'ailleurs, un peu moins, qui sont crédités au premier tour du Rassemblement national. Vous avez raison. Voilà ce qu'on pouvait dire sur... dont beaucoup aiment le foot d'ailleurs. Comment ? Et dont une grande partie aime le foot. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que des propos tenus par celui qui aurait le brassard et qui exclut une partie des supporters, finalement, ça n'est pas acceptable. Voilà. Oh, ça va, ça vient, les supporters. Ça va, ça vient. Ça vient, les supporters. La vie, d'une manière générale. Ça vient. Ça m'inquiète pas beaucoup. Sur tous les sujets. Hein. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Vous savez ce que c'est. Les émeutes, le soir de foot. Il faut relativiser. Oui, il faut relativiser. Je vois que vous gardez le sourire, c'est bon. Écoutez, c'est tout ce qui va nous rester. Nice avec Laurent Nunez qui était dans le quartier des Moulins hier. Et là aussi, c'est très intéressant parce que vous allez voir, il est interpellé, si j'ose dire, par un habitant. Et puis cet habitant, c'est le premier. Il a perdu visiblement son frère dans une fusillade. Il a dû payer les obsèques et puis ils n'en peuvent plus, ces personnes-là. Et ce qu'on dit chaque matin, c'est que ce sont les gens qui sont les plus démunis, qui sont en première ligne. Comme les policiers, c'est pas ceux qui gagnent le mieux leur vie dans la société. Et c'est ces gens-là qui souffrent le plus. C'est pas la petite coterie d'intellectuels, d'artistes, parfois, qui commentent ces sujets-là. Donc, et Éric Ciotti a pris la mesure qu'il fallait, il a mis un commissaire. Un commissariat. La police municipale. Exactement. Mais qui ferme à 19h. Donc vous allez voir quelqu'un qui dit après 19h, on a peur. Donc écoutez le sujet qui est fait par... je ne sais pas par qui il est fait d'ailleurs ce sujet, mais Marine Lançon va me le dire dans une seconde et elle me le dira après. Franck Trivio avec Mathilde Ibanez. Regardez, écoutez. Dans un contexte de forte tension liée au narcotrafic, Laurent Nunez s'est rendu dans le quartier des Moulins à Nice, 2 semaines après la fusillade qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. Oui, il y a des victimes, oui, la vie est difficile pour ceux qui subissent le trafic, mais nous gagnons des victoires et petit à petit, nous allons continuer à éradiquer le trafic. Une nouvelle victoire pour le gouvernement et le procureur de la République qui annonce avoir démantelé un nouveau réseau de narcotrafic. Très rapidement, les investigations, via notamment des techniques spéciales d'enquête, permettaient d'identifier plusieurs individus susceptibles d'être impliqués dans un réseau de trafic de stupéfiants. Elles permettaient également d'identifier plusieurs adresses susceptibles de constituer des appartements nourrices pour des stupéfiants, des armes et de l'argent. Laurent Nunez a échangé également avec des victimes et les familles des victimes. C'est bien de parler du trafic, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Réellement, concrètement. Là, on y est tous les jours. Mais pour les habitants, cette peur constante est insoutenable. On n'a pas besoin de présence, on a besoin d'actes, on a besoin les citoyens ont besoin d'être rassurés. On nous a mis un commissariat sur la place,
Ça a un peu changé les sauges, mais ça ferme à 19h, donc bon, à 19h, la peur elle revient. Le maire Éric Ciotti a indiqué qu'il y avait eu 11 morts dans le seul quartier des Moulins depuis l'été 2024, dans le contexte des violences liées au trafic. Ça fait mal, hein. Oui, moi je trouve qu'effectivement le témoignage de ce jeune homme qui avait le bras manifestement en écharpe, et on l'a écouté plus longuement d'ailleurs hier, évidemment que ça fait mal. Évidemment, parce que c'est des gens qui sont en première ligne, parce qu'ils ne peuvent pas partir de ce quartier-là. Les autres, ils s'en vont du quartier des Moulins quand ils ont un peu d'argent. Ils gagnent mieux leur vie, en tout cas. Et rien n'est fait. Et rien ne se fera. Pour rien ne se fera, moi je vous le dis, ça sera de pire en pire. Puisqu'on ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est un tel changement de logiciel que personne ne veut le faire. Et les quartiers Moulins, il n'y en a pas qu'à Nice, il y en a partout. Oui, mais on ne veut pas Après, le faire. le ministère de l'Intérieur, il y aurait 1500 quartiers très difficiles de reconquête républicaine. Je suis d'accord avec vous. Donc ça fait beaucoup de monde. Hein. Et on peut mettre aussi un lien entre le narcotrafic et l'immigration. Est-ce que c'est possible ? Bien sûr. Bon, faut-il parler des aides-mafias ? Faut-il parler de tous ces mafias qui importent chez nous des produits stupéfiants ? Mais là aussi, c'est un sujet, vous le savez bien, qui est quasiment tabou, l'immigration. Par exemple, il y a monsieur Patrick Veil, chercheur au CNRS. Il sort un livre pour expliquer qu'il n'y a aucun problème d'immigration. On ne dit pas qu'il n'y a aucun problème. Non. Il est un peu plus mesuré que ça. Il dit qu'il renvoie dos à dos les extrêmes d'un côté et de l'autre. Oui. Mais il dit pas que l'immigration ne pose zéro problème. Oui. Je suis d'accord avec vous, mais comme par hasard, il est sur France Inter. Il est sur France Inter. Et en fait, il écrit un livre sur l'immigration qui correspond à ce que la doxa veut entendre sur l'immigration. Est-ce que je peux le dire comme ça ? Oui, ça c'est... oui. Et c'est pour ça qu'il est invité à France Inter et qu'il sera invité partout sur le service public. Et c'est un scientifique. Et voilà. Parce qu'il dit exactement ce qu'on veut entendre. Eh oui. Pas ce qu'on veut entendre, ce que ce petit monde veut entendre. En revanche, si vous dites ce qu'a dit Gérald Darmanin, il a raison. Moratoire sur l'immigration, stop sur l'immigration, on arrête le regroupement familial. Ça, c'est des mesures que veulent sans doute à 85% des Français. Ça, c'est la première chose. Et puis après, on règle le problème en interne, on travaille sur l'assimilation, sur l'intégration, sur l'école, tout ça. Mais on commence par fermer le robinet. C'est ça qui est essentiel. On ferme. On ferme. Tous les Français sont d'accord avec ça. On ne peut plus, on n'a plus les moyens. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'il peut y avoir consensus là-dessus ? Moi, je suis plutôt d'accord avec vous, mais je pense que... Mais tous les Français sont d'accord avec ça ? Pas tous. Majorité, large majorité. Les sondages pour Jean-Luc Mélenchon et pour la gauche, ils ne sont pas d'accord. On est autour de 80% à peu près. Hein. Eugénie. Bon. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Nice. Et vous parliez du Code noir et avec Dunia Tengour, parce qu'on a aboli l'esclavage et le Code noir qui datait de il était temps, 1848. Hein. Il était temps. Hein. C'était essentiel, je pense. C'est symbolique. Mais c'était essentiel. C'est symbolique. Oui. On a très peu dit sur le Code noir l'article 1 du Code noir. On n'en a pas parlé. L'article 1 du Code noir. L'article 1 du Code noir concerne les Juifs. On n'en a pas parlé. Moi, c'est ça qui m'a aussi assez étonnée. C'est-à-dire que, je vous le lis, enjoint à tous nos officiers de chasser hors de nos îles les Juifs qui ont établi leur résidence. Donc, on a interdit d'abord les Juifs et ensuite, on a parlé du Code noir. Après, c'est ce qui a déjà été dit. C'est-à-dire que moi, je regrette que cette abolition, et notamment ce crime contre l'humanité, ne concerne pas non plus les traites intra-africaines, la traite arabo-musulmane qui a duré 13 siècles et la traite européenne. Oui, mais il fallait j'ignorais que le Code noir était en application jusqu'à... J'ignorais que le Code noir était en application en France jusqu'à hier. Il y a beaucoup de lois qui sont tombées en désuétude et qu'on n'a pas abrogées. Oui, c'est purement symbolique. C'est purement symbolique. Le symbole, encore une fois, il y a peut-être d'autres choses à faire. Non, mais le symbole est évidemment très fort. Et j'ai vu ces députés ultramarins à l'Assemblée nationale avec une émotion qui n'était pas feinte du tout. Parce qu'évidemment, ça représente des siècles de souffrance. Mais quand même, je voudrais dire une chose. Bien sûr que l'esclavage a été aboli dans ce pays en 1848 et que symboliquement, c'était important. Et d'ailleurs, ça a été voté à l'unanimité qu'on abolisse ce code noir. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on mette en avant, et ça, on ne le fait jamais, toutes les périodes très glorieuses aussi de notre histoire. Par exemple, Napoléon, c'est sans doute le Français le plus célèbre, l'empereur des Français le plus célèbre dans le monde. Abolissons le code noir, il n'y a aucun sujet. Ça aurait dû être fait il y a longtemps.
Mais pourquoi ne célébrons-nous pas? Parce qu'on est un pays on ne célèbre rien qui pratique l'autoflagellation. L'autoflagellation. Et après, on veut intégrer des gens à notre histoire et les faire rêver sur une histoire dont on n'est même pas fiers nous-mêmes. Moi, ce que j'aimerais, c'est que c'est bien, c'est vraiment, ça a été très émouvant l'abrogation du Code noir, mais que notre jeunesse ne soit pas esclave de certaines idéologies surtout. Carillon.